Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire absolument fondamentale, celle du droit de vote en France au XIXe siècle. Et attention, ce n'est pas du tout l'histoire d'un cadeau qu'on aurait fait au peuple. Non, non, c'est le récit d'une conquête, une vraie lutte, parfois acharnée, qui a duré plus de 50 ans. Allez, c'est parti, on décortique ça ensemble. On va commencer par une question qui va nous guider tout du long. Imaginez un peu, on vous donne le droit de voter, super, mais on fait tout pour que votre choix ne soit pas vraiment libre. C'est tout le paradoxe de cette période. Parce que vous allez voir, avoir un bulletin dans la main, c'est une chose, mais pouvoir l'utiliser librement, sans pression, ça, c'en est une autre. Alors, notre point de départ, c'est 1815, Napoléon est tombé, la monarchie est de retour. Et avec elle, le droit de vote est rétabli. Sauf que, attention, ce n'est pas pour tout le monde, loin de là. Le système qui est mis en place est, par définition, hyper exclusif. Pour bien comprendre les enjeux, il faut maîtriser ces deux notions clés qui s'opposent. D'un côté, on a le suffrage censitaire. En gros, si on est riche et qu'on paie un certain niveau d'impôt, le cens, on peut voter, sinon, non. C'est un vote de riche. Point. Au début de la période, ça concerne à peine 100 000 personnes en France. Et de l'autre côté, il y a l'idéal démocratique, le suffrage universel masculin. Là, peu importe si on est riche ou pauvre, chaque citoyen a une voix. Toute l'histoire de cette conquête, en fait, c'est le passage de l'un à l'autre. Et pour illustrer ça, cette caricature d'Honoré Daumier, elle est parfaite. Elle représente le roi Louis-Philippe, qu'on surnommait le roi bourgeois, et il incarne à merveille ce suffrage censitaire. Sous son règne, le pouvoir il est confisqué par une toute petite élite de riches propriétaires. Le reste du peuple, lui, est complètement mis de côté. Et puis arrive un tournant, mais un tournant radical. Février 1848, une nouvelle révolution éclate, et en quelques jours à peine, tout le paysage politique français est chamboulé. Ce n'est pas une petite évolution, c'est un véritable séisme. Pour ressentir l'ambiance de ce moment, il faut écouter ce témoignage d'Alexis de Tocqueville. Il raconte le tout premier vote au suffrage universel. Il parle de solennité, de gravité. On sent le poids de l'histoire, la fierté incroyable de ces hommes qui, pour la toute première fois, participent tous à la vie de leur pays. C'est un moment absolument fondateur. Et pour bien mesurer l'ampleur du changement, ce chiffre suffit. Regardez, on passe d'environ 100 000 électeurs à presque 9,5 millions. D'un seul coup, c'est une explosion, une déflagration du corps électoral. La France devient, en théorie, une démocratie. Et là, la question n'est plus qui a le droit de voter, mais elle devient comment est-ce qu'on vote. Mais la conquête est loin d'être finie. Parce que, une fois que le droit de vote est acquis pour tous, le pouvoir en place va chercher, bien sûr, à le contrôler. Et ça, c'est toute l'histoire du Second Empire de Napoléon III à partir de 1852. Comment faire pour orienter, voire manipuler ce fameux suffrage devenu universel. Et pour contrôler le vote, le régime a un outil principal, une arme redoutable, la candidature officielle. Le principe est tout simple en fait. L'État, avec ses préfets, ses maires, désigne officiellement son candidat. Et ce candidat-là, il a tous les avantages. Les affiches sur les murs, le soutien des fonctionnaires, des promesses de subventions. En face, les opposants, eux, rament pour faire campagne. Le vote est universel, d'accord, mais il n'est plus vraiment libre. Et la preuve de ce système, on la trouve noir sur blanc dans les archives. Regardez cet extrait d'une lettre. C'est un sous-préfet qui écrit à un maire, et il n'y va pas par quatre chemins. L'ordre est clair, il faut servir le gouvernement de l'empereur et faire élire le candidat officiel. L'administration n'est plus neutre du tout. Elle est là pour fausser le jeu démocratique. Bon, cette lutte pour le vote, elle n'est pas abstraite. Elle s'incarne vraiment dans un duel entre deux visions du monde et deux hommes qui sont radicalement opposés. D'un côté, on a Louis-Napoléon Bonaparte. Lui, il est très, très habile. Il se sert du suffrage universel pour se faire élire président en 1848, et puis, hop, il le réutilise pour justifier son coup d'État et devenir empereur. Pour lui, le vote, c'est clairement un instrument pour son pouvoir personnel. Et en face, qui on a? Victor Hugo. Pour l'immense écrivain, le suffrage universel, c'est un principe sacré, c'est l'âme du peuple, et il va se battre toute sa vie contre ces manipulations. Écoutez la force des mots de Victor Hugo dans ce discours de 1850, c'est magnifique. Pour lui, le vote, ce n'est pas juste un droit, c'est la solution. C'est l'arme pacifique du peuple qui rend les révolutions inutiles. Il dit « Donnez un bulletin de vote à chacun et vous désarmerez la colère, vous installerez la paix ». C'est une vision profondément et superbement démocratique. Alors, au final, si on regarde tout ce parcours, de 1815 à 1870, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette longue et très difficile conquête? On peut résumer cette conquête en 3 grands mouvements. D'abord, bien sûr, un changement d'échelle complètement fou, avec ce passage de 100 000 à 9,5 millions d'électeurs.
Ensuite, c'est l'apprentissage de la démocratie. Aller voter, ça devient une nouvelle habitude, un rituel politique. Et enfin, et c'est le point crucial, le combat ne s'arrête pas en 1848. Il continue tout le temps pour que le vote ne soit pas juste un droit sur le papier, mais une réalité libre et sincère. Et on termine avec cette question, pour réfléchir un peu. L'histoire de cette période nous montre qu'obtenir un droit, ça ne suffit pas. Il faut se battre sans cesse pour protéger sa valeur, son intégrité. Et cette lutte du 19e siècle pour un vote libre, non faussé, elle résonne encore très fort avec les questions qu'on se pose dans nos démocraties aujourd'hui. Voilà, cette analyse est terminée. Si ce format vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pour ne rien manquer des prochains décryptages, le plus simple, c'est de s'abonner. Merci de votre attention et à très bientôt.